Parfait, merci beaucoup. Donc, Audrey Pépin, je suis candidate au doctorat en éducation et je vais vous présenter le projet que j'ai réalisé dans le cadre de ma maîtrise en linguistique, donc une partie de mon projet. Tout d'abord, la prise de notes, c'est une activité qui est complexe parce qu'on doit réaliser plusieurs compétences à la fois. On doit comprendre, on doit sélectionner, on doit hiérarchiser, on doit organiser les informations et on doit aussi les réduire au niveau conceptuel et formel pour garder seulement ce qui est essentiel. La prise de notes est très importante en contexte scolaire parce qu'elle permet de limiter le risque d'oubli de 80% des informations qui sont entendues. Elle permet de constituer une mémoire externe qu'on peut utiliser par la suite pour réviser pour un examen ou pour écrire un texte. La prise de notes permet de mémoriser des informations et d'être actif, de par les compétences qui sont gérées simultanément, compréhension, sélection, etc., comme j'ai mentionné tout à l'heure. Et cette stratégie est très importante en milieu scolaire, d'autant plus lorsque les cours sont magistraux. Avec le plan d'action du numérique en éducation et en enseignement supérieur au Québec, on intègre de plus en plus la technologie en classe pour la réalisation des activités, dont la prise de notes. Donc, la prise de notes n'est plus que manuscrite, elle est aussi numérique. Et ça comporte des avantages et des inconvénients. Et il y a plusieurs études qui se sont justement intéressées aux avantages et aux inconvénients de la prise de notes réalisée dans les deux modes. Pour la prise de notes manuscrites, les études révèlent que l'écriture est plus lente, donc on peut prendre moins d'informations en notes, mais que le fait que l'écriture soit plus lente permet un meilleur traitement des informations. Aussi, le fait d'écrire chacune des lettres de l'alphabet, ça produit une signature neurale différente dans le cerveau, donc un meilleur encodage des informations. Pour la prise de notes numérique, elle est plus rapide, donc on peut noter plus d'informations, mais le traitement est plus superficiel parce qu'on écoute et on note tout ce qu'on entend à la façon d'un verbatim. Aussi, le fait de taper chacune des lettres sur un clavier, ça fait appel à la même commande motrice générique dans le cerveau, donc ça permet aussi un moins bon encodage. Pour la prise de notes numériques, c'est sûr qu'elle comporte des avantages. Les notes sont plus lisibles. On a la possibilité de lancer une recherche dans les notes. On peut partager ou collaborer plus facilement pour réaliser les notes. On peut ajouter des images, des vidéos, etc. Donc ça, c'est une synthèse non exhaustive des avantages et des inconvénients des prises de notes dans les deux modes. Donc là, on va parler un peu du concept d'affordance avec les fonctionnalités ou les opportunités qui sont offertes par les outils. Ça peut avoir une incidence, comme on a vu, sur la quantité d'informations notées, mais aussi sur l'encodage des informations et sur les habitudes de prise de notes. Donc, les noteurs risquent de ne pas prendre leurs notes de la même façon qu'ils les prennent de façon numérique ou manuscrite. Les notes numériques devraient s'actualiser différemment des notes manuscrites, mais l'organisation différente des notes numériques et manuscrites, elle fait en sorte que les notes réalisées dans un mode ou l'autre soient de meilleure qualité. Notre hypothèse, c'est que des notes de qualité permettent une meilleure performance. Mais qu'est-ce que des notes de qualité? Comment évaluer la qualité des notes? Des notes de qualité comporteraient une organisation claire des informations et des relations entre les idées principales et secondaires bien définies. On a fait le lien avec la macrostructure, qui est un concept linguistique, qui est le résumé sémantique de la structure d'un cours, dans lequel il y a les liens entre les idées des différents niveaux hiérarchiques sont bien définis. Donc, des notes de qualité sont organisées de façon à refléter la macrostructure du discours source. Donc, pour évaluer la qualité des notes prises dans les deux modes, j'ai créé une grille qui met en parallèle la macrostructure du discours source avec la macrostructure des notes, parce que pour prendre des notes de qualité, il faut être capable dans ces notes de refléter la macrostructure du discours source. J'ai également tenu compte de tout ce qui permet d'arriver à refléter la macrostructure, donc les procédés de réduction de l'information, aussi les procédés de hiérarchisation et d'organisation. J'ai également tenu compte d'une caractéristique de notre corpus analysé, des documents de référence, parce que dans nos collègues de données, on a assisté à 2 cours, et ces 2 cours-là s'appuyaient sur des documents de référence, dont le PFEQ, qui est le programme de formation de l'École québécoise.
Voici un petit aperçu de ma grille, je vais en parler rapidement. Dans la première colonne, on voit que j'ai tenu compte des documents de référence sur lesquels le cours était appuyé. Dans la seconde colonne, on voit le découpage hiérarchique du discours source. Pour vraiment faire ce découpage hiérarchique-là, j'ai dû assister aux 2 cours. Dans la troisième colonne, on indique si le notaire a écrit ces informations ou non dans ses notes. Dans la colonne à côté, on voit s'il a mentionné les documents de référence. Et dans le restant des colonnes, c'est vraiment les procédés qui permettent de faire ressortir la hiérarchisation, l'organisation ou même de réduire les notes. Pour le découpage hiérarchique dont je viens de parler, pour la grille, le découpage du discours source, je me suis inspirée de Bosch et Tutin, Faraco et Hall et Van Dijk et Kinch. Donc, on a une hiérarchisation, on a les unités majeures qui sont les thèmes, on a les unités conceptuelles qui sont les concepts compris dans les thèmes, on a les unités de sens de base qui sont des informations comprises dans les concepts, et les sous-unités de sens de base qui sont des informations qui complètent l'information de l'unité de base. Et ce découpage-là, il permet vraiment de distinguer les unités considérées comme essentielles dans le discours, comme les unités majeures, conceptuelles et de sens de base, des unités qui sont plus accessoires, comme les sous-unités de sens de base. Vous pouvez voir aussi que j'ai ajouté des termes en orange, qui sont les termes à retenir parce que je vais les utiliser lorsque je parlerai des résultats quant à l'organisation des notes. Donc, on a les unités de niveau supérieur, qui sont les unités majeures et les unités conceptuelles, et les unités de niveau inférieur, qui sont les unités de sens de base et les sous-unités de sens de base. Pour les objectifs de ma recherche, le premier objectif, l'objectif principal, c'était de concevoir une grille pour évaluer la qualité des notes. De cet objectif découlent des sous-objectifs pour mettre à l'épreuve un peu ma grille. Donc, regarder s'il y a des différences quant à l'organisation des notes manuscrites et numériques, regarder les aspects qui diffèrent entre les modes, et aussi mettre les indices quant à l'organisation en parallèle avec un résultat à un examen pour voir si la façon d'organiser les notes a une incidence sur la performance. Donc, pour ma collecte de données, elle a été réalisée auprès d'étudiants universitaires de premier cycle en première année qui suivaient le cours Apprentissage de la lecture et de l'écriture. Ces étudiants-là étaient dans le bac en enseignement et en adaptation scolaire ou dans le bac en éducation préscolaire et en enseignement primaire. Il y avait 60 étudiants dans le cours. Il y en a 40 qui ont consenti volontairement à nous fournir leurs documents de notes, mais seulement 22 m'ont donné leurs documents de notes parce que les autres jugeaient qu'ils n'avaient pas pris assez de notes ou bien ils n'avaient pas du tout pris de notes. Donc, j'ai pu constituer un corpus de 12 documents de notes manuscrites et de 10 documents de notes numériques. Pour les résultats par rapport à l'organisation des notes, je rappelle que des notes de qualité ont une organisation claire qui fait bien ressortir la macrostructure du discours source. Et ce qu'on a remarqué globalement dans les résultats, c'est qu'il y a une différence dans l'organisation des notes manuscrites et numériques. Pour les notes manuscrites, elles comporteraient seulement un type d'organisation, tandis que pour les notes numériques, il y aurait 3 types d'organisation. Pour les notes manuscrites, les unités de niveau supérieur sont souvent des titres et des intertitres dans les notes. Il y a des stratégies qui permettent de différencier les titres des intertitres par une mise en forme différente. Je ne sais pas, par exemple, le titre pourrait être écrit plus foncé, l'intertitre pourrait être souligné. Il y a aussi des stratégies pour différencier les unités de niveau supérieur des unités de niveau inférieur. On pourrait mettre une ligne indépendante entre les deux. On pourrait mettre les lettres plus foncées pour les unités de niveau supérieur et moins foncées pour les unités de niveau inférieur, etc. Donc, les noteurs font la différence entre les informations essentielles de niveau supérieur, des informations plus accessoires de niveau inférieur, pour mettre en évidence la macrostructure. Donc ici, on voit un exemple de note manuscrite. On voit que la hiérarchisation est mise en évidence par la numérotation et qu'il y a un espace qui sépare les infos de niveau supérieur des infos de niveau inférieur. Donc, les noteurs mettent vraiment bien en évidence la macrostructure du discours source. Pour les unités de niveau inférieur, elles étaient souvent mises en forme à la façon d'un texte ou dans les listes à puces.
Et ce qu'on constate pour la mise en forme des informations des différents niveaux hiérarchiques, c'est qu'elle est souvent cohérente et uniforme d'une page à l'autre. Il y a quelques différences parfois, mais ce n'est pas majeur. Pour l'utilisation de l'espace, il y a une segmentation selon les différentes séquences du cours. Donc, la séquence théorique, séquence pratique. Donc, on utilise l'espace pour vraiment marquer les différentes séquences du cours. Pour les notes numériques, comme j'ai dit, il y a 3 types d'organisation. Le premier type est similaire aux notes manuscrites. Et pour ce premier type-là, il y a 6 documents de notes numériques sur 10, donc c'est la majorité, qui ont été réalisés de cette façon. Là, je ne repasserai pas par-dessus les informations, quand j'en ai parlé, c'est similaire. La seule chose qui est à noter, c'est que pour les unités de niveau inférieur, par rapport aux listes à puces, elles sont plus souvent numérotées. Ça, c'est sûrement dû au fait qu'avec un traitement de texte, c'est facile de créer des listes à puces numérotées de façon automatique. Donc ici, on a un exemple de document de notes numérique réalisé selon le premier type d'organisation. On voit que les informations de niveau supérieur sont en retrait à gauche et celles de niveau inférieur en retrait à droite. On met bien en évidence la macrostructure, les notes sont aérées, c'est facile de s'y retrouver. Pour le deuxième type d'organisation, les notes apparaissent comme une grande liste à puces avec une hiérarchisation précise. Il n'y a pas d'espacement entre les unités de sens et les séquences et la hiérarchisation est mise en évidence par les retraits ou la numérotation. On va voir 2 exemples ici. Il y a 2 documents de notes qui ont été réalisés selon le type 2 et là, on voit un extrait de chacun. Puis là, comme on le voit, c'est un amas d'informations, hein, c'est difficile de se retrouver. Il y a une mauvaise utilisation de l'espace. Et on met en forme les unités de sens supérieur et les unités de sens inférieur de la même façon, ce qui ne permet pas de mettre en évidence clairement la macrostructure et de différencier rapidement en un coup d'œil les unités supérieures des unités inférieures. Pour le troisième type d'organisation, c'était vraiment l'insertion de documents. Donc, on insère des documents dans les notes sans les hiérarchiser, sans faire une structure globale, une hiérarchisation globale des notes. On prend des notes pour les ateliers pratiques et on ajoute parfois des commentaires dans certains documents de référence. Donc ici, on voit un extrait. Il y a 2 documents de notes numériques qui avaient été réalisés de cette façon. On voit que, hormis la date et le cours, il n'y a rien pour organiser et hiérarchiser les documents de référence entre eux. C'est vrai qu'on a la macrostructure de chaque document de référence, mais on n'a pas de macrostructure globale dans les notes. On peut regarder l'image à gauche en bas et à droite en haut, qu'on a des notes qui ont été ajoutées. Et ça, c'était pour un atelier pratique. Maintenant, on a tenté de regarder l'incidence de l'organisation, des types d'organisation, sur la performance à un examen. Donc là, si on regarde les moyennes, sont similaires, mais ici, la moyenne comme mesure de tendance centrale n'est pas fiable, hein, parce que si on regarde les écarts-types, parfois, l'écart entre les résultats obtenus par les noteurs est très important. Par exemple, pour le type 3, il y a un étudiant qui avait obtenu 74 % et l'autre 94 %. Donc, c'est impossible de dire si l'organisation a une incidence positive ou négative. Pour vérifier le tout, il aurait probablement fallu avoir de plus gros échantillons. Et il y a certainement d'autres facteurs qui ont pu avoir une incidence sur la performance. Si l'étudiant avait révisé ou non ses notes, si l'étudiant était fatigué, ses connaissances antérieures, etc. Donc, en bref, les notes manuscrites, comme on l'a vu, permettent de mettre efficacement en évidence la macrostructure. Hein, on différencie bien les unités de niveau supérieur des unités de niveau inférieur. Pour les notes numériques, pour le type 1, qui était vraiment, qui représentait la majorité des documents, donc 6 documents sur 10, on utilise la technologie pour prendre les notes comme à la main. La seule différence, c'est que pour les listes à puces, on les numérote plus souvent. Puis ça, c'est quand même étonnant parce qu'avec la technologie,
On a accès à plein de fonctionnalités qui peuvent rendre la prise de notes plus rapide, plus efficace. On peut copier-coller d'un manuel d'un site, on peut acheter des schémas, des dessins, des images, des photos, des enregistrements, des vidéos. On peut collaborer facilement. Pour le deuxième type, les grandes listes à puces qui apparaissaient comme des amas d'informations, c'était difficile de se repérer, la macrostructure n'était pas mise en évidence efficacement, on employait abusivement une seule fonctionnalité, la liste à puces. Et ça, le fait qu'ils abusaient d'une seule fonctionnalité, ça pose les questions suivantes. Est-ce que les étudiants manquaient d'expérience pour la prise de notes? Est-ce qu'ils manquaient de compétences à prendre des notes? De compétences à utiliser la technologie pour prendre des notes, de compétences à utiliser un logiciel, une application. Est-ce qu'ils ont reçu une formation à la prise de notes? Est-ce qu'ils ont reçu une formation pour utiliser la technologie? Pour le troisième type, c'était l'insertion de documents, ça ne met pas en évidence non plus la macrostructure globale dans les notes. Et on a encore une fois un usage abusif d'une fonctionnalité, qui est l'insertion de documents. Et ça pose les mêmes questions que pour le type 2, par rapport à l'expérience, la compétence, la formation. Et on remet beaucoup en question aussi l'efficacité de ce type d'organisation, parce que le fait de seulement insérer des documents de notes, ça ne permet pas de profiter des bienfaits de la prise de notes. On est moins actif, on ne mémorise pas les informations, on ne s'approprie pas les informations, on ne se constitue pas une mémoire externe qui représente notre propre pensée. Et ça pourrait certainement avoir un impact sur la performance. Il y a une difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'il n'y avait pas de contexte de cours qui était adéquat. Pour voir si les étudiants prennent des notes de qualité, il faut qu'ils reflètent eux-mêmes la macrostructure du discours source, mais les professeurs fournissaient souvent la macrostructure aux élèves, même s'ils croyaient au bienfait de la prise de notes, et ça pour gagner du temps, parce que la prise de notes peut ralentir la progression du cours, et aussi à la demande des étudiants, parce qu'ils ont de la difficulté à prendre des notes, demandaient aux professeurs de leur fournir des documents de référence ou des notes. Donc là, la constatation, c'est que les étudiants ont de la difficulté à prendre des notes. Dans les écrits, on dit que la prise de notes est enseignée, donc ça cause des difficultés. On tient aussi pour acquis que c'est une compétence pratique qui s'apprend par essai-erreur, ce qui fait en sorte que les étudiants n'ont pas de stratégie de prise de notes, qu'ils prennent des notes incomplètes, que dans leurs notes, il y a une absence des informations essentielles. Donc, la prise de notes n'est jamais apprise. Les étudiants ont de la difficulté. Les profs, pour les aider, leur fournissent la macrostructure. Mais ça, le fait de donner la macrostructure prive les étudiants des bienfaits de la prise de notes, la mémorisation, la constitution d'une mémoire qui reflète la pensée, l'appropriation aussi des informations. Et ça pose la question que si on leur donne toujours la macrostructure, c'est quand est-ce qu'ils vont apprendre à prendre des notes? Donc, ce serait vraiment essentiel, il y a plusieurs écrits qui s'accordent pour le dire aussi, que la prise de notes devienne un objet d'apprentissage plus tôt, mais aussi qu'on enseigne la prise de notes numérique et à bien utiliser la technologie, les logiciels, les applications, de sorte à utiliser plus d'une fonctionnalité pour bien mettre en évidence la macrostructure du discours source. Merci de votre attention. Merci beaucoup Audrey pour votre intervention. Je vais mettre fin ici à l'enregistrement.